Donc bonjour, on est là pour parler en effet des grands enjeux dans les métiers des relations publiques et également la part de l'influence en 2024. Donc déjà peut-être très rapidement, on peut passer la slide, deux mots sur... Vous ne pourrez pas la voir Sandrine, mais elles sont sur les écrans, c'est devant vous. Oui, parfait. Si vous voulez savoir Deux où on en mots. est, c'est devant vous. Merci beaucoup. Voilà. 2 mots en effet sur qui nous sommes, le syndicat du Conseil en relations publiques. Nous, on est le syndicat représentatif des métiers du Conseil en relations publiques et en influence. On représente environ une 60aine d'agences qui partagent toutes la même vision et la même déontologie dans la pratique de leur métier. On est également membre fondateur de la filière communication, qui est présidée par Bruno Le Maire et Mercedes Serra, et elle qui regroupe vraiment l'ensemble des activités de la communication. Et si vous en souvenez, la filière communication, elle a été initiée à l'époque par Emmanuel Macron en 2018, quand il était ministre de l'économie. Et on est également le représentant français de l'ICO. L'ICO, c'est le syndicat qui nous représente à l'international. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, on s'appelle Syndicat du Conseil en relations publiques, CS, parce qu'on est la branche de la communication qui structure le fonctionnement des entreprises avec leur public, leurs parties prenantes. Donc, c'est une discipline qui est très, très élastique. Il y a un certain nombre d'expertises qu'on représente. Ça va des relations médias, évidemment, aux relations influenceurs, mais aussi à la communication de crise, les affaires publiques, ou encore la communication responsable ou la communication liée aux enjeux RSE, sans oublier la communication interne. On aime dire qu'on est dans ce qu'on appelle les métiers de l'influence et de la réputation. Voilà. Et là, on peut passer à la prochaine slide. Merci beaucoup. Alors, les enjeux. Il y en a un certain nombre d'enjeux dans notre profession. J'en ai listé 4. La première, c'est la valeur de nos métiers. C'est-à-dire que nos métiers des relations publiques, ils restent encore méconnus dans leur diversité, dans leur sophistication. Ils sont encore sous-évalués dans leur contribution économique et sociale qui est pourtant la leur. Donc nous, on travaille beaucoup avec l'Union des marques. Je vois qu'il y a beaucoup de marques présentes aujourd'hui pour justement améliorer les conditions des appels d'offres, c'est-à-dire par pitié, s'il vous plaît, pas 10 agences en appel d'offres, un cahier des charges qui est précis, également une enveloppe budgétaire qui est en lien et en cohérence avec le cahier des charges. Enfin, c'est un petit peu tous ces sujets sur lesquels on travaille. Mais surtout, un gros sujet au niveau du syndicat, c'est on travaille à la réalisation d'un indice de la réputation qui permettrait de mesurer l'efficacité des RP par rapport aux autres disciplines, comme la pub, comme le digital, dans le funnel de conversation. C'est très compliqué, il n'y a pas de modèle économétrique pour mesurer, isoler la part des RP dans le secteur, mais on a bon espoir de vous faire une annonce avant la fin de l'année sur ce sujet-là. Ensuite, évidemment, un petit peu comme dans tous les secteurs, on sait qu'il y a une désaffection pour la communication, et en particulier dans le monde des agences. Donc nous, on souhaite rendre plus visibles et plus attractifs nos métiers, donc auprès des talents et puis des futurs collaborateurs. Donc chaque année, on organise ce qu'on appelle le Carrefour des RP. Et le Carrefour des RP, il a lieu au Cinéma Publicis. Et il rassemble environ 300 étudiants qui sont intéressés à nous rejoindre dans les métiers de l'influence et de la communication. Et il y a des professionnels qui présentent des cas, etc., etc. Et dans la même veine, on fait chaque année un concours qui s'appelle les meilleurs espoirs RP, qui est adressé uniquement aux jeunes de moins de 30 ans et qui les met dans les conditions d'un concours qui a lieu au Festival de la créativité, les Cannes Lions, et qui s'appelle les Young PR Lions. Voilà un petit peu sur nos enjeux au sein du syndicat. Un enjeu majeur, et on peut passer à la prochaine slide, c'est évidemment l'influence. Et on parlera un petit peu plus tard de l'influence commerciale et de la loi qui a été promulguée le 9 juin dernier. Alors nous, on s'est mobilisés très tôt sur le sujet de l'influence au sein du syndicat. En 2020, on a lancé la charte de la relation influenceur qui définit un cadre de bonnes pratiques en matière d'influence responsable. On participe aussi aux travaux de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation de la publicité, sur l'observatoire de l'influence responsable. Et également, de plus en plus, on conseille à nos clients de travailler avec des influenceurs qui ont passé la certification d'influence responsable. Il y en a 1000 à ce jour qui sont certifiés. Alors, c'est pas beaucoup, vous me direz, mais le chiffre grimpe année après année. On organise avec une autre organisation professionnelle également des formations sur l'influence responsable, et c'est avec l'ACC, si vous les connaissez. Et nous, de notre côté, on a annoncé 2 initiatives très récemment. La première date de juin, et ça c'est à destination des agences. On a annoncé le label Agence Conseil en influence responsable, qui permet à nos agences, et on va l'ouvrir à l'ACC d'ailleurs et à d'autres organisations, d'être certifiées par l'AFNOR en matière d'influence responsable. Donc c'est une liste avec un certain nombre de caractères et de preuves qu'il faut apporter pour bénéficier de cette certification.
Et le dernier sujet qu'on a lancé la semaine dernière, qui s'appelle le référentiel de la mesure de l'influence, ça, on l'a lancé avec l'ensemble des acteurs de la communication. Ça a été un très, très lourd travail de 3 années pour s'accorder sur des définitions communes et des indicateurs communs pour mesurer les campagnes d'influence. Donc, et là on peut passer à la suite, tout naturellement, on a participé activement aux côtés des autres organisations professionnelles dans le cadre des débats et des discussions qui ont été organisées par Bercy pour accompagner le mieux possible le projet de loi sur l'influence commerciale, donc, qui a été promulgué en juin de cette année. Alors, et là on rentre dans le vif du sujet, c'est la prochaine slide. Cette loi, alors déjà sachez que la France est le premier pays au monde à avoir instauré un cadre réglementaire sur l'influence commerciale et sur les réseaux sociaux. La loi, ou l'esprit de la loi, va dans le bon sens. Je veux dire, à la base, c'est pour lutter contre les tromperies et les dérives que peuvent subir des consommateurs vis-à-vis d'influenceurs. Mais en l'état, cette loi, il y a quand même un certain nombre de zones grises qui perdurent ou de questions quant à l'applicabilité de la loi. La première, c'est que le premier article de la loi, il reconnaît légalement l'activité d'influence commerciale, donc c'est une bonne chose. Il reconnaît l'influence commerciale comme étant un vrai métier. Mais en revanche, rédigé de telle sorte, cet article, enfin, tout devient publicitaire aux relations commerciales. Et d'ailleurs, la Fédération européenne des annonceurs a apporté des griefs auprès de la Commission européenne, il n'y a pas longtemps, c'était pendant le courant de l'été, en leur disant qu'en l'état, la définition, elle était beaucoup trop large. C'est-à-dire que concrètement, si vous, Marc, vous allez inviter un influenceur à un événement, ou vous allez lui envoyer un produit, ou même lui offrir un produit, ça devient de la publicité de fait. Donc il y a une présomption de commercialité qui s'applique, que nous, on dénonce. Sachez qu'à cet article 1, il n'y a pas de décret prévu sur cet article 1. Donc nous, aux côtés de l'Union des marques et de l'ACC et de l'ARPP, on demande à Bercy, à minima, de diffuser une circulaire qui préciserait ce qui relève ou non de l'influence commerciale. Les législateurs nous disent à date, c'est à vous, les professionnels de la communication, de décider ce qui relève ou non de l'influence commerciale. Vous doutez bien que quand il s'agit d'une loi, non, c'est pas à nous de décider, et puis surtout, c'est matière à interprétation après. Donc là, on aimerait avoir des précisions. Un deuxième faisceau, qui pour le coup est plus embêtant, et qui n'existait pas avant, c'est que les marques, elles deviennent co-responsables. Voilà, alors je vais rentrer un peu dans le détail. En fait, c'est une disposition judiciaire. C'est-à-dire que si demain, un consommateur s'estime être trompé sur un contenu qu'il a lu, il pouvait donc se retourner contre l'influenceur, mais demain, aujourd'hui, il peut maintenant aussi se retourner contre la marque et se retourner contre l'agence. Et c'est cumulatif. Et je vous rappelle que en termes d'amende, ça peut aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Alors du coup, ça pose la question, en effet, on se demande si les marques ne vont pas devenir plus vigilantes sur le contrôle éditorial vis-à-vis des influenceurs. Clairement, ça pose des questionnements. Le troisième faisceau, il n'est pas nouveau. L'application des règles classiques de la pub, ça existait déjà. En revanche, ce n'était pas toujours respecté. Donc là, c'est un rappel à l'ordre de se mettre en conformité avec les règles classiques de la pub. Mais ça pose quand même la question des plateformes. Les Twitter, on en a parlé juste précédemment dans la table ronde. Chaque plateforme a sa propre méthode. C'est-à-dire que ce n'est pas clair à l'heure actuelle pour une marque comment on doit mettre les mentions légales et les mentions spéciales, si c'est manger, bouger, les émissions de CO2, etc. Il n'y a pas de consensus. Donc là, on aimerait aussi que les législateurs au Bercy nous précisent un petit peu les règles à suivre. Et tout ça, ça amène en fait un vrai questionnement, qui est qu'on ne peut pas parler d'influence sans parler d'authenticité du contenu. Parce que la spécificité d'un influenceur, c'est la spontanéité de son contenu vis-à-vis de sa communauté. Si tout devient publicitaire demain, on peut se demander si le consommateur il sera au rendez-vous. Et c'est un peu un travail schizophrène, j'ai envie de dire, ou un travail d'équilibriste que les marques vont devoir mener maintenant. Parce qu'à la fois, l'Union des marques nous le dit, quand elle parle avec leurs adhérents, il y aura certainement un contrôle plus accru sur le contenu éditorial. Et d'un autre côté, il faut laisser sa liberté à l'influenceur et qu'il se rapproche de plus en plus aussi des préoccupations de sa communauté. Et on le sait, et ça les journalistes le savent bien, les consommateurs ils ne sont pas dupes sur le contenu publicitaire. Il y a clairement une méfiance sur les contenus publicitaires qu'ils estiment être trop éloignés de leur style de vie,
ou de leurs contraintes actuelles, pouvoir d'achat, etc. Et il y a même une tendance, un hashtag désinfluencing en résistance face à la surconsommation qui pointe son nez, et surtout sur TikTok en ce moment même. Donc je vous invite à aller regarder. Donc l'avenir de l'influence commerciale, en soi, encore une fois, tous les acteurs, les organisations professionnelles, il y a un consensus, ça va dans le bon sens. En revanche, encore, et aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est que les manquements, ça ne concernait que 1% des influenceurs. On ne va pas se mentir, c'était les influenceurs de la télé-réalité qui sont basés à Dubaï et qui ne payaient pas leurs impôts. Donc 99% des autres, ils étaient déjà en conformité. Mais là, on accentue encore plus les règles qui vont peser sur les marques et puis sur les agences également. Voilà. Dernier sujet, mais je vais en parler très rapidement parce que je sais qu'il y a une table ronde dédiée sur les IA génératives. Évidemment, nous, notre industrie et la communication dans son ensemble, et un certain nombre de secteurs, on va clairement être impactés par la révolution technologique des IA. C'est pas à vous, messieurs les journalistes, qui vont dire autre chose. Ça a déjà impacté la chaîne de création de contenu, l'éditorial dans votre secteur. Les journalistes nous disent que s'il n'y a pas de contrôle demain, c'est la porte ouverte en effet à une désinformation infinie. Donc ça, c'est également nous un sujet dont on s'en est emparé. À ce stade, on est en train de faire au niveau du syndicat un état des lieux en fait des perceptions, des attentes et des préoccupations des dirigeants d'agence, mais aussi de nos clients. Et à terme, casquette syndicat, évidemment, les opérateurs et les politiques des groupes seront libres de mettre en place ce qu'elles veulent, mais on souhaite arriver avec une charte, ou en tout cas un guide de bonne pratique d'une IA responsable pour demain, à la fois sur c'est quoi les conséquences de l'IA sur la valeur de nos métiers, c'est quoi les conséquences de l'IA sur la création de contenu, c'est quoi la conséquence de l'IA sur la rédaction, enfin un petit peu tous les panels, parce qu'on sait qu'en termes de RH, en termes de business et en termes de transition également, on va être, nos secteurs, clairement impactés. Bon, je ne veux pas terminer par une note négative, au contraire. L'IA, ça peut être aussi de belles nouvelles opportunités. Et puis sur ce, j'en ai terminé.